Eh bien, bonjour à tous. Merci, de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'investir dans la transition, dans l'agriculture ou dans les énergies renouvelables et nous recevons pour ça, Julien Eustache, cofondateur de Enerfip et Simon, cofondateur de FEV, Fermes en Vie. Donc, je très rapidement, j'introduis le sujet, mais après, ils vont bien entendu se présenter pour rentrer plus en détail. Donc, Enerfip, c'est une entreprise de financement participatif qui a été créée en 2015 et dans laquelle vous pouvez euh, investir et participer à des projets, notamment sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. Et FEV, Fermes en Vie, un peu plus jeune, a été créé en 2020 donc par plusieurs cofondateurs, dont Simon ici présent, et qui vous permet d'investir dans des fermes directement pour placer une partie de votre épargne pour aider des agriculteurs qui veulent ben voilà, créer des projets de ferme en agroécologie. Donc c'est un sujet qui est un peu en vogue. On entend de plus en plus parler de voilà, la finance responsable, l'investissement. Le financement participatif, c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, hein. Julien va vous en parler. Je crois qu'il y a 70% des Français qui ont déjà entendu parler de financement participatif, mais encore assez peu, je crois un sur 5 qui a déjà investi dans des projets et qui sait vraiment comment ça fonctionne. Donc il y a encore plein de choses à apprendre. Donc voilà, je vais vous passer la parole. Donc peut-être Julien, si tu peux commencer, faire une petite présentation de ton parcours, Enerflip et qu'est-ce qu'il en retourne. Bien sûr, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julien, comme Andrea l'a dit, je suis président et cofondateur d'Enerfip. Très rapidement, mon parcours, moi, j'ai fait des études de biologie écologie. Donc, vous voyez, rien ne me conduisait à bosser dans la finance. Mais au sortir de mes études, j'étais absolument passionné par la thématique de l'énergie et du comment produire de l'énergie en limitant les impacts anthropiques sur les écosystèmes, puisque je venais de cette formation. J'avais envie d'être dans le cœur de ce sujet, donc j'ai appris les énergies renouvelables sur le tas. Et puis en 2014, quand le gouvernement de l'époque a indiqué que eh bien, il y allait avoir un cadre réglementaire sur le financement participatif, avec mes amis, ça a fait un peu tilt parce que c'est un peu dans l'ADN de cette transition énergétique, dans celui des énergies renouvelables notamment, que de mettre en relation la sphère publique, les citoyens, les citoyennes et les projets, puisque eh bien, nombreux sont celles et ceux qui veulent être partie prenante, qui veulent participer à cette transition énergétique et surtout qui veulent savoir où va leur argent, à quoi et à qui il va servir. Et donc c'est comme ça que l'idée d'Enerfip a germé et donc on a lancé l'aventure en 2014 avec une première collecte en 2015 comme Andrea l'a indiqué. Andrea, t'as pas ton micro allumé, du coup on t'entend pas. Oh, désolée, excusez-moi. Donc Simon, je te passe la parole peut-être pour nous raconter rapidement ton parcours et la naissance de FEV et ce que fait Fermes en Vie. Très bien. Donc Simon Bestel, donc moi je suis ingénieur agronome de formation. Euh, donc un peu comme Julien, j'ai pas commencé directement dans l'agricole. J'ai travaillé plusieurs années dans des industries agroalimentaires, des grosses entreprises comme Danone en particulier. Et c'est après quelques temps que je me suis dit que je voulais me rapprocher du milieu agricole, effectivement moi aussi avoir un impact sur la transition vers des modèles plus vertueux, on va dire, d'agriculture, et en particulier tout ce qui touche à l'agroécologie, donc des pratiques plus vertueuses telles que le bio, la conservation des sols, la biodiversité. Et donc en 2020, avec deux associés, on a fondé FEV, qui est une triple mission, si je peux le définir un peu comme ça, qui est d'abord effectivement d'assurer cette transition agroécologique. Une deuxième chose, c'est d'assurer le renouvellement des générations en agriculture. C'est une problématique qu'on a en France, mais en Europe et même plus largement dans le monde entier. C'est-à-dire ramener des jeunes sur l'agriculture, enfin en agriculture. En France, on considère qu'il y a à peu près 200 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Donc c'est comment on les remplace. Et nous, notre positionnement, c'est de dire comment on les remplace pour mettre en place des pratiques plus vertueuses, et en particulier l'agroécologie. Et puis une troisième mission qui a été un peu mentionnée par Julien, c'est comment on fait participer les citoyens à cette transition en leur permettant, en particulier en ce qui nous concerne,
d'investir dans des terres agricoles pour faciliter ces installations de jeunes agriculteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place depuis 4-5 ans et sur lequel vous pouvez évidemment contribuer. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être rappeler quelques chiffres. Julien, si tu peux peut-être nous dire un peu les ordres de grandeur, le nombre de personnes qui ont déjà participé, le nombre de projets financés, combien il y a déjà eu d'argent investi. Oui, avec grand plaisir, d'autant plus que les chiffres que je vais vous indiquer, quand on a créé l'entreprise il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je pense que même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait pas imaginé les atteindre. Le financement participatif n'est plus un épiphénomène que quelques-uns font dans leur coin, c'est quelque chose de significatif et ça montre la force du public, hein, de la foule. Quand on se réunit tous et tout ensemble vers un même objectif, bah, ça commence à peser plutôt lourd, puisque en 10 ans de fonctionnement, Enership a collecté plus de 630 millions d'euros auprès des citoyens et citoyennes. On a financé plus de 500 projets et, euh, et il y a environ 60 000 personnes qui sont inscrites sur Enerfip. Donc, vous voyez, c'est assez, ça donne à voir aussi le potentiel du collectif, hein. Ah, Entre guillemets, 60 000 personnes qui sont inscrites seulement, eh bien, on a levé plus de 630 millions d'euros. Donc, voilà, le jour où encore plus de personnes eh bien, s'approprient cet outil du financement participatif, on a très largement la possibilité de peser de manière effective sur les transitions qu'il nous faut mener, qu'elles soient agricoles ou bien sûr au niveau énergétique. et le montant moyen d'un projet financé sur la plateforme, c'est quoi à peu près? Je sais pas Alors, si tu le l'as en mont... tête. Si, si, je l'ai bien sûr. Ouais, le montant moyen aujourd'hui, quand on a commencé la première collecte il y a 10 ans, c'était 60 000 euros et on a mis à peu près 3 mois pour la collecter en harcelant nos amis et nos familles, vous imaginez bien. Et aujourd'hui, la collecte moyenne, elle est autour de 2 millions d'euros et on a des collectes qui se font. Notre record, je crois que c'est 2,5 millions en moins de 20 minutes. Ça ressemble un peu à une vente de billets de concert pour YouTube au Stade de France, mais voilà, ça montre bien la force de frappe qu'on commence à constituer avec le collectif et c'est plutôt très intéressant. Ok, impressionnant. Simon, peut-être si tu veux donner quelques chiffres un peu plus. Bon, c'est un peu plus modeste pour l'instant sur PEV, on est plus jeune et c'est pas tout à fait le même fonctionnement non plus, mais c'est intéressant quand même. Oui, alors effectivement, on n'en est pas encore ces ordres de grandeur, même si on espère évidemment d'ici 4-5 ans les atteindre. Donc nous, on a collecté depuis les origines 33 millions d'euros. Et les 2 tiers sont vraiment du financement participatif, c'est-à-dire des particuliers. On a un tiers via des institutionnels. On a installé maintenant plus d'une quarantaine d'exploitations agricoles, ce qui pour nous constitue un projet. Un projet, c'est la reprise d'une exploitation qu'on va mettre à disposition d'un porteur de projet. Avec évidemment des grandes variabilités dans les exploitations, hein. Ça va d'exploitations où on rachète qu'une partie des terres, et donc pour un investissement de 200 000 euros, jusqu'à de grosses exploitations où il y a également des bâtiments. Et là, on parle de plusieurs millions d'euros d'investissement. Et ce qui nous a quand même permis à date d'installer une soixantaine d'agriculteurs et de sécuriser, on va dire, 2 300 hectares de terres agricoles qui vont donc être converties ou maintenues en pratiques agroécologiques, dont l'agriculture bio. Ok, une autre petite, une majeure différence entre les deux plateformes, on va dire, c'est que NRP, vous financez des projets un peu partout en Europe et Fermes en Vie, du coup, bah, on est dans l'agriculture, on a quelque chose de réglementaire assez, assez national, on va dire, et donc là, c'est uniquement des projets qui sont en France. Ouais, exactement, c'est Euh, vrai que, pardon, juste pour préciser, effectivement, nous, on a en fait un agrément qui est européen et donc on a le loisir d'étendre nos activités sur des projets qui sont un peu de partout sur le continent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la transition énergétique, si on veut qu'elle soit réussie, il faut qu'elle s'imagine sur des échelles territoriales beaucoup plus étendues que notre seul pays, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ben, parfaite transition, du coup. Donc, on est là aujourd'hui pour parler effectivement de la transition écologique, agricole, énergétique et de comment en fait tout le monde peut y participer à sa manière. À partir du moment où on a de l'épargne, et ben, on peut en fait, enfin, notre argent finance des choses et comment est-ce qu'on peut flécher et avoir une action via notre épargne. Voilà, bon, c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc peut-être Julien pour commencer.
peux peut-être nous donner ta vision de ce que c'est un investissement responsable et pourquoi est-ce qu'il est un peu différent de l'investissement plus classique qu'on peut avoir dans une banque normale, on va dire. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que je vais enfoncer des portes ouvertes parce que l'investissement responsable, je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent ont déjà une très bonne idée de ce que c'est, hein. C'est-à-dire financer des choses qui ont du sens, qui sont vertueuses sur les plans environnementaux, sociaux, de gouvernance, etc. Enfin, il y a énormément de thématiques qu'on peut adresser, mais ce que j'aime bien, c'est le double sens de ce mot responsable, c'est que ça nous renvoie aussi à nous, toutes et tous, en tant qu'investisseurs, en tant que consommateurs, à notre responsabilité en ce sens que lorsque on va utiliser chacun de nos euros, c'est un bulletin de vote en fait, ni plus ni moins. C'est d'autant plus vrai de nos jours, dans le monde dans lequel on est, avec l'actualité qui est absolument invraisemblable. C'est un peu notre responsabilité individuelle d'agir avec nos moyens. Et comme j'ai un peu commencé à vous le dire avec les chiffres, et comme Simon l'a fait également, ces moyens ne sont pas du tout illusoires, ils ne sont pas du tout faibles. Au contraire, ils sont vraiment, vraiment impactants. Et donc, voilà, si à chaque fois qu'on utilise notre carte de crédit, notamment, ou par virement, on a cette pensée, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, l'investissement responsable, c'est vraiment dans ces deux sens-là. C'est comment moi, je peux impacter les choses dans le bon sens et financer notamment les transitions dont nous avons tant besoin. Merci, bonne définition, effectivement. Simon, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est quoi, toi, ta vision pour comment l'investissement responsable peut avoir un impact concret face à tous les enjeux qu'on connaît en ce moment? Ouais, je suis vraiment aligné avec Julien. Je pense que le premier sens qu'on doit lui donner, c'est la responsabilité du citoyen et faire que effectivement son épargne contribue à quelque chose qui a du sens pour le collectif, la collectivité. Et en ce sens, effectivement, avec les problématiques environnementales qu'on connaît, l'énergie et l'agriculture sont sans doute deux gros piliers sur lesquels il faut pousser. Alors effectivement, on le fait sans doute plus naturellement vers l'énergie, c'est peut-être le sujet qui parle le plus. Euh, pour l'agricole, effectivement, en particulier la rentabilité attendue est sans doute un peu plus faible, mais ça reste quand même des investissements, hein, c'est sûr, et sur lequel aujourd'hui l'investissement citoyen est très peu développé, mais sur lequel il y a un énorme intérêt, comme je le disais, à la fois pour permettre l'installation de jeunes et contribuer à une agriculture plus vertueuse. On sait que les impacts de l'agriculture sont énormes sur le changement climatique, hein, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur la qualité de l'eau et la quantité utilisée. Donc voilà, il y a de très nombreux domaines sur lesquels l'agriculture intervient et dans lesquels elle peut être beaucoup plus vertueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, en ce sens, l'investissement des citoyens peut avoir un impact énorme sur cette transition nécessaire. Donc voilà un peu comment moi je peux envisager les choses. Et donc, ouais, avant tout, effectivement, l'investissement citoyen est une forme de bulletin de vote. Oui, effectivement, là, quand on parle d'investissement, classiquement, on a un peu le cliché de regarder juste la rentabilité économique, les rendements financiers, etc. Et donc là, en fait, on va parler de prendre aussi en compte d'autres impacts qui ne sont pas directement dans notre portefeuille, mais qui sont des impacts sociaux, santé, environnement, etc. Et voilà, qui vont, donc ça va au-delà juste de la rentabilité et du pourcentage de rentabilité de l'investissement. Et d'ailleurs, Julien, peut-être que tu peux nous parler un petit peu, vous, justement, chez NRFIP, qu'est-ce que vous prenez en compte un peu comme critères? C'est quoi vos points de vigilance, justement, pour que cet investissement responsable, ce financement de la transition que vous prenez, aille vraiment atteindre ce but-là de ne pas se contenter de regarder les chiffres et le rendement financier? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'on fait un travail assez conventionnel, classique d'audit sur les aspects financiers, réglementaires, techniques, bien évidemment, parce qu'on est là pour être les yeux et les oreilles des investisseurs. Ça, c'est assez normal, assez logique. Mais c'est vrai qu'on ajoute aussi cette lecture où on essaye d'être dans la cohérence. C'est-à-dire que, par exemple, un projet photovoltaïque qui vise à, pour sa construction, employer des travailleurs détachés où bah voilà, c'est pas du tout aligné avec l'esprit de justement ce qu'on vient d'expliquer sur l'investissement responsable, bah, ça rentre tout à fait en ligne de compte et on va bien sûr ne pas sélectionner les projets qui ont une approche qui nous paraît à nos yeux incohérente. Donc c'est évident que
ce qui change un peu dans la finance d'aujourd'hui, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on souhaite se l'approprier, c'est qu'on ajoute à des dimensions très objectives, eh bien, une dimension subjective qui est extrêmement importante, celle des valeurs qu'on souhaite porter, que les investisseurs et les investisseuses souhaitent porter. Et voilà, on assume pleinement cette approche-là, qui n'est pas forcément, je dirais, la plus usuelle aujourd'hui dans le monde de la finance, alors que quand même, il faut le dire, ça change hein, depuis quelques années. Mais voilà, il y a encore du travail. Et donc, c'est un peu sur tous ces aspects-là qu'on adresse les projets. Merci. Et toi, Simon, peut-être tu peux aussi nous donner quelques informations sur les critères que se fixe Fermes Envie dans le financement des projets agricoles qui sont soutenus par les investisseurs citoyens dans la foncière. Oui, alors ils sont assez variés, mais effectivement, en premier lieu, évidemment, on se concentre sur le porteur de projet et son projet. Donc, est-ce qu'il a les compétences déjà pour reprendre une exploitation agricole? C'est évidemment essentiel. Est-ce qu'il est suffisamment formé sur ce qu'est l'agriculture? Et voilà, parce qu'on a beaucoup de NIMA, donc de personnes non issues du milieu agricole, qui veulent s'installer, mais encore faut-il qu'ils soient vraiment conscients de ce qu'est l'agriculture, et c'est pas toujours évident. On regarde évidemment la qualité économique d'un projet. L'objectif, c'est d'avoir des installations pérennes, et donc il suffit pas de rêver de reprendre une exploitation. Il faut aussi avoir derrière un modèle économique suffisamment robuste. Et puis après, évidemment, au cœur de l'analyse de nos projets, c'est quelle conduite de la ferme on va mettre en œuvre et quel type de pratiques agronomiques on va mettre en œuvre. Je peux prendre par exemple des exemples sur l'élevage. L'élevage peut être extrêmement vertueux en agricole, mais sous certaines conditions. Par exemple, que ce soit un élevage extensif avec un minimum de maintien des animaux dans des bâtiments agricoles. Il faut que, en gros, les animaux soient au pâturage et se nourrissent essentiellement de prairies permanentes. Donc, il faut que le modèle mis en place par l'agriculteur corresponde à ça. On va, sur les grandes cultures, regarder la diversité des assolements, la réintroduction de haies sur des parcelles un peu plus petites, qui a vraiment un rôle, un impact direct sur la biodiversité. Sur la partie arboriculture, on va regarder là plutôt le fait de maintenir des sols couverts et pas avoir de culture où les sols sont à nu, ce qui est extrêmement pénalisant pour la ressource en eau en particulier. Voilà, donc toute une série de pratiques agronomiques qui ne sont pas toujours les mêmes sur chaque ferme. Donc vraiment, on va adapter la conduite agronomique à la ferme et au projet de l'agriculteur, mais avec toujours voilà, quelques lignes directrices sur l'eau, la biodiversité et les sols. Donc voilà un peu ce qu'on regarde chez FEV. OK, merci. On le disait dans l'introduction, on l'a évoqué, il y a aussi des liens assez forts entre l'agriculture et la transition énergétique parce que, bah, l'agriculture a besoin d'énergie et peut aussi être, un lieu de développement d'énergie, renouvelable. Donc, est-ce que vous, Julien, vous avez déjà avec Enerfip financé des projets, justement, type photovoltaïque et cetera, enfin qui sont, sur des exploitations agricoles? Est-ce que tu as quelques exemples concrets peut-être de cas comme ça? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'on est un peu au cœur de l'actualité, puisqu'en ce moment même, il y a une commission mixte paritaire qui travaille sur l'élaboration du futur texte sur l'agrivoltaïsme. Donc, pour répondre à ta question, Andrea, oui, on a très souvent même des projets en lien avec l'agriculture. Typiquement, les financements de projets photovoltaïques en toiture sur des hangars agricoles, on en a financé des centaines un peu de partout en France. Et c'est vrai que ce sont souvent des outils qui sont un atout additionnel pour les exploitants agricoles. Donc ça, c'est une forme indirecte, quelque part, de soutien de l'agriculture via les énergies renouvelables. Et de manière plus concrète encore, il y a quelques années, on a fait un projet qui était un peu en avance de phase de ce que semble se construire, de ce qui semble se construire en France en termes d'agrivoltaïsme. C'était des sortes d'ombrières photovoltaïques dédiées en fait à protéger du soleil direct, du rayonnement lumineux, une exploitation de ginseng près de Toulouse, qui d'ailleurs est portée par Yannick Jauzion, l'ancien rugbyman et célèbre joueur de l'équipe de France pour ceux qui connaissent. Et donc, pourquoi il y avait ces ombrières? C'est qu'en fait, le ginseng est une plante qui a besoin de pousser plutôt sous l'ombrage. Et donc, il y avait vraiment cette corrélation entre une exploitation énergétique
qui fait tout son sens, qui vient produire une énergie propre et renouvelable, et qui en plus apporte eh bien, un besoin à l'exploitant agricole qui est dessous et qui du coup peut déployer son activité. Donc voilà, c'était un peu une opportunité qu'on a eue il y a quelques années. C'était avec Solveo, qui est un acteur toulousain, qu'on a fait ça. Et donc, ça montre bien que si on prend un peu de recul, je sais qu'en France, on adore les débats et les positions un peu opposées de manière très tranchée. Il y a vraiment un chemin aujourd'hui qui nous permet de faire se concilier eh bien, ces énergies renouvelables et l'agriculture et qui peuvent s'apporter mutuellement sans avoir à sacrifier l'une pour l'autre. Voilà, on a besoin, je pense, de nuances et de débats un peu plus éclairés là-dessus. Et voilà, ces modestes projets qu'on a pu financer côté Enership le démontrent en tout cas. OK, merci. Effectivement, quand on parle notamment d'agrivoltaïsme, il y a aussi les sujets sur la méthanisation. On sait que voilà, il y a des débats, il y a des risques de dérive bien sûr, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Simon, vous comment, chez PEB, comment est-ce que développer, ce genre de projet et quels sont un peu les critères pareil que vous observez pour que ça soit, quelque chose de positif et éviter de tomber dans des projets un peu, bullshit ou voire, qui sont carrément des dérives, mauvaises pour l'agriculture? Alors, moi, je séparais le sujet en 2 pour nous. Il y a des sujets sur lesquels on n'a aucun débat et donc sur lesquels on avance. Typiquement le photovoltaïsme sur toiture, où là, c'est en plus pour nous une vraie opportunité pour les agriculteurs de rénover les bâtiments agricoles. On a souvent des problématiques de toiture amiantée sur les bâtis agricoles un peu anciens, ce qui fait que le plus simple, souvent pour un agriculteur, c'est de laisser, à l'abandon un bâtiment et d'en construire un neuf. Et ça, c'est vraiment pas l'optique de Fèves. Donc nous, ce qu'on fait systématiquement sur chaque exploitation qu'on récupère, c'est regarder l'installation de panneaux en toiture qui nous permettent de rénover et de désamianter les toitures, tout en assurant à minima un revenu photovoltaïque qui va payer les travaux, voire même un petit excédent qui va pouvoir à l'agriculteur, par exemple, d'avoir un accès facilité à de l'énergie produite sur sa ferme. Sur l'agrivoltaïsme, effectivement, il y a beaucoup plus de débats. Donc, nous, évidemment, il faut que tout projet agrivoltaïque, s'il y en a sur une exploitation, il soit pas en opposition avec la partie agricole. C'est-à-dire qu'il doit s'insérer vraiment sur le modèle agricole et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas à l'agriculteur de s'adapter à un projet agrivoltaïque, c'est vraiment l'inverse. Et ce que nous, on regarde très fortement, c'est le partage de la valeur. Parce qu'il y a souvent, beaucoup d'agriculteurs ou non-agriculteurs d'ailleurs, hein, qui rêvent un peu de la martingale, avec des projets agrivoltaïques qui peuvent être très rémunérateurs. Mais pour nous, il nous semble essentiel que la valeur créée par la production d'énergie soit partagée, à la fois entre les propriétaires des terres, l'agriculteur, mais aussi l'écosystème agricole. Parce que voilà, il peut y avoir un chanceux sur un territoire qui a une centrale agrivoltaïque sur sa ferme, mais pourquoi serait-il le seul à bénéficier des subsides liés à cette énergie de production, alors que potentiellement les agriculteurs autour va pouvoir un peu être impactés par la centrale mise en place, ne serait-ce que sur le plan visuel. Donc voilà, ce qu'on fait chez FEV, si jamais un projet agrivoltaïque doit voir le jour, et c'est pas encore le cas sur nos fermes, hein, on n'en a aucun d'installé, mais s'il doit voir le jour, c'est avec un partage de la valeur entre ceux qui détiennent le foncier, ceux qui exploitent et l'écosystème autour qui doit aussi pouvoir bénéficier des subsides en permettant par exemple de l'acquisition de matériel agricole qui va être partagé ou du remplacement pendant les jours de congé ou des vacances qui va être financé par ces subsides. Enfin voilà, toute une série d'impacts positifs pour l'ensemble des agriculteurs sur la zone. OK, donc sortir un petit peu du réflexe de, je veux un projet qui va me rapporter à moi et laisser les autres, galérer. Il faut rappeler pour ceux qui écoutent ce webinaire qu'effectivement, bon, les choses avancent prudemment. Pour l'instant, le le nombre de projets qui se fera vraiment restera quand même assez limité, par rapport à la surface totale, agricole en France. Voilà, ça représente, des chiffres assez faibles et donc il est possible que tout le monde ne puisse pas bénéficier de ce genre de projet, à court terme. Donc effectivement, là, ce que dit Simon, c'est, s'il y a un chanceux à un endroit qui, lui, est lauréat et a le droit d'avoir ce projet, bah, voilà, plutôt que de faire grincer des dents et d'avoir des jalousies, on peut essayer de réfléchir collectivement. C'est voilà, c'est une approche, voilà, que
que FEV essaye de défendre, mais voilà, à voir si ça peut marcher partout et quels acteurs il faut, impliquer pour réussir à avoir cette vision un peu collective. Ça, Julien, dans les projets d'énergie, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi, l'acceptation aussi des projets, localement et le fait qu'il y ait des oppositions potentielles, j'imagine que ça vous arrive de temps en temps? Ah oui, 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 ça nous arrive, bien sûr, que ce soit sur les projets notamment éoliens et de méthanisation. Ça, je dirais que ça fait partie du débat démocratique normal, en fait, hein, naturel. Hein. On peut pas tous être d'accord sur un même sujet. Il y a forcément des gens qui ont des aspirations et des visions différentes, mais ce qui compte dans ces situations, et nous, c'est ce à quoi on travaille hein, depuis plus de 10 ans chez Energip, c'est vraiment déjà d'essayer de transmettre l'information la plus objective possible, parce que souvent, les oppositions et les tensions qui peuvent naître d'un projet procèdent d'abord d'un manque de compréhension ou de connaissances sur les projets en question. Et ça engendre souvent des doutes et de la peur et donc du rejet. Donc voilà, il y a quand même un très très gros effort de communication et d'échange qu'il faut réaliser. Ça, c'est un premier fait. Et après, oui, on est dans ces débats sociétaux où en fait, bah, on est prêt, et je peux vous le dire, hein, pour avoir écumé pas mal de territoires en France, c'est quasiment systématique. Le fameux NIMBY, Not in my backyard, est une réalité. C'est-à-dire que les gens sont très majoritairement favorables aux énergies renouvelables en France. C'est plus de 80%. Il y a chaque année un sondage que le syndicat des énergies renouvelables réalise, et à chaque fois, c'est un chiffre énorme. Donc vous entendez 80%, c'est énorme. Mais quand il s'agit en fait de quelque part devoir supporter une partie de cette transition près de chez soi, là c'est différent. Et donc il y a du rejet. Et donc voilà, je pense c'est un très gros débat, des très importantes discussions sociétales qu'on doit avoir. Et c'est vrai que bah voilà, on est sur un sujet pas simple, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, comme je disais, tomber dans le manichéisme et être complètement opposé ou complètement favorable. Je pense qu'un peu de nuance dans tout ça ferait beaucoup de bien. Ouais, intéressant et puis effectivement, on entend souvent parler que les gens ne veulent pas d'éoliennes dans leur jardin, mais combien veulent bien une centrale à charbon derrière leur jardin? Ça, on n'en parle pas souvent bizarrement, alors que Ouais. je pense qu'à choisir, bon, c'est un sujet c'est une question qui se pose. Ouais, et puis en plus, Hem, juste pour compléter, en plus, c'est vrai on a eu là, depuis ces dernières années, on a touché du doigt la notion de la souveraineté énergétique et de ce que ça implique. Et donc, on ne peut pas vouloir être souverain énergétiquement, avoir une énergie la moins chère possible et ne pas vouloir des conséquences de tout cela. Bon, ouais, on bref. refera un webinaire, sur, la consommation énergétique, les voilà, les choix de vie, la baisse de la consommation pour ne pas avoir besoin d'autant d'éoliennes et cetera. Mais ce sera un autre sujet. On va rester sur l'investissement pour aujourd'hui, mais effectivement, c'est un vaste sujet assez passionnant. Hem Pour, revenir un peu plus, à vos activités d'investissement, responsable, enfin l'offre que vous avez, chacun, d'investissement responsable, pour les particuliers, est-ce que vous pouvez peut-être me détailler, l'un et l'autre, quels sont les avantages, à investir? Chez Enerfip, Julien, si tu veux commencer? Oui, bien sûr, volontiers. Donc, chez Enerfip, c'est comme faire l'envie, hein, c'est simple. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur Enerfip, ça prend à peu près 10 minutes. Vous avez un questionnaire qui est réglementaire. Et une fois que vous avez répondu à ce questionnaire, eh bien, vous pouvez investir. Le minimum d'investissement est à 10 euros. Après, vous mettez la somme de votre choix sur le ou les projets qui vous intéressent. Et moyennant ces investissements, vous avez des intérêts qui vous sont versés annuellement. Et ces intérêts, en ce moment, oscillent entre 7 et 9,5% brut par an, selon les projets et le niveau de risque associé, puisqu'il y a toujours un risque, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et donc, et vous êtes sur des durées d'investissement assez courtes, de 1 an à 5 ans. Et en fait, dans les investissements qu'on propose, dans 9 cas sur 10, même plus, il s'agit de prêter l'argent à un projet. Donc, vous n'êtes pas actionnaire, vous êtes créancier, prêteur de ce projet, d'où les intérêts que je viens d'évoquer. Merci. Effectivement, chez FEF, c'est un peu différent, c'est pas de financement participatif, le modèle est un petit peu différent, mais il y a quand même d'autres avantages, on va dire, à investir, dans la foncière. Simon, je te laisse présenter. Oui, donc le modèle est un peu différent parce qu'on est réellement investisseur quand on travaille avec la foncière de Fèves, mais sur l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans une ferme spécifique, on investit dans une foncière qui elle-même détient des fermes sur lesquelles on installe des agriculteurs. Donc la mise de départ, entre guillemets, est de 500 euros minimum.
et elle peut monter à ce qu'on veut, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. On détient des parts donc de la foncière. Il n'y a pas de versement de dividendes chez FEV. C'est en fait une revalorisation annuelle des parts sociales et donc on touche, entre guillemets, le bénéfice de son investissement le jour où on revend les parts sociales de la foncière, avec un objectif de 2 à 3 de valorisation par an. Toutefois, comme on a un statut de l'économie sociale et solidaire, il y a quand même un intérêt direct pour l'investisseur particulier, c'est qu'il peut bénéficier d'une économie d'impôt de 25%. Donc pour 10 000 euros, 10 000 euros investis, je vais toucher directement et dès l'année d'investissement 2 500 euros de réduction d'impôt, ce qui augmente évidemment assez considérablement l'intérêt de l'investissement dans la foncière. Mais il faut quand même avoir conscience que c'est un investissement de long terme. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, c'est au moins 7 ans de détention des parts sociales et même voilà, potentiellement plus de 7 ans avec, selon nous, toujours quand même un objectif patrimonial, c'est-à-dire que c'est vraiment un investissement de long terme avec un rendement pas très élevé, mais aussi un risque assez faible. Contrairement peut-être voilà, à ce qui peut être, à ce que disait Julien sur l'énergie, où effectivement, il y a des projets qui peuvent être plus ou moins risqués. Dans l'agricole, détenir des terres agricoles en particulier est relativement peu risqué. Bon an, mal an, les terres agricoles ont toujours tendance à prendre de la valeur. Et en cas d'échec d'un projet, on n'a pas trop de difficulté non plus à retrouver des agriculteurs qui pourraient se réinstaller et louer les terres agricoles. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais les revenus qui permettent de revaloriser les parts sociales de la foncière chaque année sont de deux ordres. Il y a d'une part les loyers perçus par la foncière, puisqu'elle loue les terres avec une option d'achat aux agriculteurs. Et puis chaque année, comme je le disais, les terres peuvent prendre de la valeur, et donc on revalorise aussi en fonction de cette prise de valeur les parts sociales de la foncière. OK, merci. Donc effectivement, on l'a bien rappelé, c'est important, tout investissement comporte des risques. Il faut pas, voilà, investir, à la légère et bien se renseigner. Je sais que sur les 2 sites internet, que ce soit FEV ou NRFIP, il y a toutes les informations nécessaires pour ça et voilà, mais ça reste de l'investissement. Peut-être donc Simon, il vient de parler un petit peu de bon, du risque qui est relativement limité vu la nature de l'investissement chez FEV et c'est plutôt avoir conscience que c'est quand même du long terme et que c'est pas un placement, très liquide. Peut-être Julien, tu peux nous parler un petit peu toi du risque qu'il peut y avoir, du niveau de risque qu'il peut y avoir éventuellement chez NRFIP? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est un point très important. Je l'ai dit, hein, il y a toujours, toujours un risque, soit de perte en capital, soit d'illiquidité. Alors, l'illiquidité, c'est dans le sens où quand vous investissez sur un projet d'Enerfip avec une maturité de 4 ans ou de 3 ans, ça veut dire que votre argent est bloqué pendant 4 ans ou 3 ans. Donc, faire attention à investir une somme que vous savez ne pas avoir besoin dans les années qui viennent. C'est ça, ce risque d'illiquidité. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les statistiques. S'agissant d'Enerfip, je l'ai dit en disant on a collecté plus de 630 millions d'euros et notre taux de défaut est à moins de 0,15%. Donc, c'est quelque part un chiffre très intéressant parce qu'il est bas. Donc, ça veut dire que le risque est quand même maîtrisé, mais il existe toujours. Et donc, le bon vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier s'applique bien évidemment à Enerfip. Et donc voilà, on invite les investisseurs et investisseuses à trouver plusieurs projets dans lesquels investir. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de placer un peu d'argent chez Ferme Envie et d'en placer un peu chez Enerfip. Voilà, c'est une très belle diversification que vous pouvez adopter. Pardon. Merci, pour la promo. Mais bon, et de toute façon, si on fait ce webinaire ensemble, c'est qu'on aime aussi bien ce que fait Enerpip et comme on l'a dit, de toute façon, c'est très complémentaire, hein, l'énergie et l'agriculture. Peut-être, bon, tout en ra voilà, on n'est pas là pour donner des conseils, voilà, on n'est pas des conseillers en investissement, hein. Si vous avez des questions à poser, posez-les, à un professionnel, à votre, conseiller bancaire ou autre, métier, qui est habilité à faire ça. Mais, peut-être quand même pour les personnes qui écoutent le webinaire, pour quelqu'un qui a jamais fait ça, qui est intéressé par le financement participatif et qui, se pose des questions. Heu, je ne sais pas si vous avez chacun un petit conseil, par quel bout on commence? Est-ce qu'il y a un contenu, qui peut aider les gens à se décider ou à se rassurer avant de se lancer? Peut-être, je sais pas si Simon tu
un conseil à donner? Un conseil, moi je dirais, pour en revenir un peu à ce qu'on disait au début, que quelque part investir dans le responsable, c'est un bulletin de vote. Et du coup, il faut se renseigner, avant tout se renseigner pourquoi on veut investir dans ce type de projet, que ce soit Enerfip ou FEV. Donc voilà, on le fait, alors si je parle pour FEV, on le fait avant tout pour la transition agroécologique. Je pense que pour nous, parce que les rendements sont relativement limités, et comme on le disait, c'est de l'investissement de très long terme. Donc voilà, il faut être sûr qu'on le fait pour les bonnes raisons. Et donc, on va mobiliser son épargne pour cela. Et donc, effectivement, en ce qui nous concerne, c'est l'épargne ne va pas être disponible pendant un long moment. Donc, on veut investir sur du long terme dans la transition agricole. Et ça doit être la première clé d'entrée. Donc, voilà, ça va être mon premier conseil, c'est celui-là, être certain qu'on fait tout investissement pour des bonnes raisons et pas pour de mauvaises qui justifient potentiellement d'aller voir d'autres types d'investissements. Julien, si tu as des choses à ajouter? Ouais, en fait, plus prosaïquement, je pense qu'on peut faire un constat, je vous le dis d'autant plus avec certitude maintenant que Enership, on a ouvert des bureaux ailleurs qu'en France. On a, d'une manière générale, une culture financière qui est pas terrible en France. Et c'est dommage parce qu'en fait, on aime ou qu'on n'aime pas la finance, elle fait partie intrinsèque de nos vies, elle impacte nos vies et la société dans laquelle on évolue. Et je trouve dommage que ce soit pas dans notre cursus scolaire quelque chose de beaucoup plus important, non pas pour qu'on soit tous fans de la City et de la bourse, mais qu'au contraire, on s'approprie cette dimension-là de nos vies parce qu'elle est majeure, encore une fois. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est de prendre à bras le corps ce sujet. On a essayé, je pense, de manière plutôt bonne sur Enerfip, de dispenser tout un tas d'éléments pour permettre à chacun et chacune de monter en compétence sur ce thème. Et croyez-moi, je vous l'ai dit au début de ce webinaire, je viens de la biologie et de l'écologie. Donc, je ne suis pas du tout un financier de formation. J'ai complètement appris sur le tas et je peux vous le dire, c'est absolument pas compliqué. Alors, souvent, les financiers utilisent des mots un peu complexes, notamment des mots anglais, parce que ça leur permet de garder un peu le truc dans la main. Mais c'est quelque chose d'assez simple à appréhender. Faut vraiment dépassionner ce sujet. Et donc, mon conseil, c'est voilà, approprions-nous la finance, approprions-nous le devenir de nos investissements parce que c'est absolument essentiel. Merci beaucoup pour effectivement ce propos. C'est vrai qu'en France, on a un peu du mal à parler d'argent. Soit on est gêné, soit on croit que c'est compliqué et effectivement, on n'a pas appris. Ça, c'est assez intéressant effectivement. On a eu d'autres webinaires et notamment un qui était plus focus même sur les femmes et qui montrait qu'effectivement, c'est encore plus important chez les femmes. Donc voilà, toutes les femmes qui nous écoutent, il faut vraiment, se réapproprier aussi, l'investissement et son argent et voilà, l'argent a un impact. Donc renseignez-vous aussi sur, voilà, pour ceux qui écoutent ce webinaire sont peut-être déjà, sensibilisés, mais en tout cas, voilà, se renseigner sur l'impact qu'a notre épargne dans les banques traditionnelles et dans des placements traditionnels, c'est en général, ça peut permettre aussi de se décider à passer à l'action. Hem de toute façon, les sites internet, Enerfip et Fev, ils vous ont été partagés dans le chat, et voilà, ils sont hyper simples, il y a plein d'informations et je sais que chez Fermes Envie, il y a des sessions d'information où on peut s'inscrire pour participer à une vidéo pour poser toutes les questions. Je ne sais pas si chez Enerfip vous faites ça, mais comme peut-être, c'est un peu différent, comme c'est de l'investissement dans plein de projets différents, je ne sais pas si vous avez ce genre de choses? Et ouais, on fait la même chose avec des webinaires à thématique de la même façon. Donc, ouais, Ouais, carrément. donc effectivement. Il y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas aux personnes qui sont là, si vous avez, des questions, à les poser là pour ces dernières minutes. De toute façon, je sais que Julien a une contrainte horaire, donc on va pas voilà, c'est tant mieux si on finit un peu plus tôt. Moi, j'avais une question. On a parlé quand même pas mal, dans la première partie des critères, du fait que vous êtes, chez FEV ou chez Enerpip un peu strict sur la sélection des projets, sur, les valeurs et cetera. Est-ce que ça vous a déjà valu, de comment dire? Des critiques ou des gens, qui vous disent, que vous ratez quelque chose, que vous ratez, une opportunité en étant trop strict? Est-ce que vous le voyez plutôt comme un sacrifice à faire pour la cause? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quand même, sur la une opportunité pour, l'entreprise? Julien, je te laisse commencer. Ouais, je commence. Ouais. Non, oui, oui, on a effectivement certains développeurs de projets qui nous ont un peu blacklistés parce que
parce qu'on avait décliné leur projet pour des raisons qui nous semblent bonnes. Mais en fait, c'est toujours un sujet, hein, dans quelle mesure ça va impacter notre entreprise, parce qu'il faut aussi que l'entreprise fonctionne, sinon ben, là, on disparaît. Mais voilà, ce que je peux vous dire après 10 ans, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois penser, on n'est pas obligé de sacrifier ses convictions sur l'autel de la survie de son entreprise, vraiment pas. Et c'est d'autant plus vrai, je crois, que les domaines dans lesquels évoluent FEV et Enership, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, en fait, d'appliquer ces exigences-là. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, la taxonomie européenne, même si aujourd'hui, c'est pas le truc le plus en vogue, c'est quand même ni plus ni moins que la retranscription, ou du moins le début de la retranscription de ce type d'approche à un échelon pan-européen et de manière administrative. Donc, voilà, je pense qu'il faut tenir bon sur ses positions. Il faut accepter des fois de perdre certains clients, mais je dirais que c'est pas très grave puisque encore une fois, euh, on n'arrête pas une idée dont l'heure a sonné, comme disait, je sais plus si c'est Victor Hugo, mais en tout cas voilà, il faut surtout pas lâcher là-dessus. Oui, Simon, ton avis? Je dirais même que c'est nécessaire en fait. Si on a fait une entreprise à impact et que derrière il n'y a aucune tension qui se crée avec les acteurs existants, c'est on n'apporte aucun changement dans le secteur. Donc c'est même extrêmement sain qu'on rencontre des oppositions. Ça prouve que on vient un peu changer les modèles établis et donc on va aller vers, on l'espère, du mieux. Donc moi je serais très inquiet si personne nous disait qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on fait ou la manière dont on le fait. Après évidemment, il ne faut pas que ce soit extrême. On doit pas. Le but c'est quand même de s'insérer dans l'écosystème agricole et de permettre une transition pas trop violente. Mais comme le disait Julien, de toute façon, elle est nécessaire, il faut y aller. Et donc, il y en a qui suivront pas ou qui ne voudront pas suivre ou dont on va un peu contrecarrer les intérêts. Et ben, tant pis, il faut l'assumer et il faut continuer. C'est beau, merci. Effectivement, et c'est important de participer comme on peut. Et notamment en investissant chez Enerfip ou chez FEV, moment promo. On a des petites questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande quelle est l'histoire du rapprochement entre Enerfip et FEV. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés et peut-être comment on arrive à faire ce webinaire aujourd'hui. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout. Donc je vous laisse répondre si vous avez la réponse. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, c'est Julien Calmette, une personne qui travaille chez Languin International, qui est un de nos clients chez Enership, qui est par ailleurs aussi impliqué chez FEV, qui en fait m'a parlé de FEV, euh, et donc qui nous a mis en relation avec FEV et en fait, on a échangé parce que après tout, on fait entre guillemets pas tout à fait le même métier, mais c'est très proche. Et on adresse le besoin de changement et de transition, comme on vient de le voir ensemble, sur des thématiques distinctes mais complémentaires. Et donc, c'était super de rentrer en relation, de commencer à échanger là-dessus. Et donc, voilà, l'histoire s'est faite un peu comme ça, et d'autant plus que je pense que là aussi, le temps de la coopération entre les entreprises est venu, et c'est une façon de le faire modestement, nous deux petites entreprises. Je pense que c'est ce genre de pratiques qui ont du sens aujourd'hui et qu'il faut vraiment développer à fond. Et oui, c'est un très bon point. Et du coup, en fait, Julien Calmette, que tu mentionnais, fait partie du comité de surveillance de notre foncière. Donc, en fait, on a toute une série d'administrateurs indépendants dans notre foncière qui permettent de valider que ce qu'on fait, on le fait bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour être très concret, en fait, on collabore avec Enerfip, mais concrètement, on n'a pas de projet en commun qui serait financé aujourd'hui en tout cas, par Enerfip sur les FEV. Donc voilà, on aime énormément ce que fait Enerfip, et pour autant, on n'a pas aujourd'hui de projet en commun. Peut-être qu'il y en aura demain, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est qu'on a à peu près les mêmes visions sur comment on voudrait que la société se transforme, et voilà, et on rame dans le même sens. C'est ça, et pour compléter, on en parlait hier avec Andrea, typiquement, ce qu'on a déjà évoqué avec FEF, c'est que le jour où on a un premier projet agrivoltaïque qui est prêt en fait à être financé, sachant que nous, on a la compétence énergétique, mais on n'a pas la compétence agricole, bah, l'idée, c'est de voilà, s'appuyer sur l'expertise, les connaissances de FEV pour nous assurer que, eh bien, on n'est pas en train de faire n'importe quoi et de soutenir un projet qui n'est pas vraiment en lien avec l'esprit de ce que doit être
l'agrivoltaïsme. Donc, voilà, il y a ce genre de choses qu'on peut, et la réciproque est vraie. Donc, voilà, on peut vraiment aborder les choses en commun de manière intelligente. Merci pour ces réponses. On a une autre question, bon un peu plus, on va dire, C'est politique. Je ne sais pas polémique. si on saurait répondre, ouais. Étant donné l'acharnement du gouvernement contre les petits agriculteurs et éleveurs, ne pensez-vous pas qu'il puisse intervenir en multipliant les pressions? Alors je ne sais pas du coup Ouais, si mais c'est pour je vais répondre. Enfin, ouais. en fait, le gouvernement, c'est pas monolithique et on peut pas tout attendre du gouvernement. Et je pense que c'est pour ça aussi que Enerfip et nous avons lancé nos projets. C'est qu'on se dit, ben, on va pas attendre que le gouvernement fasse et décide de tout. On pense que les citoyens peuvent agir via leur épargne et donc avançons comme ça. Pour autant, l'État, il intervient aussi. Nous, il fait partie des investisseurs dans la foncière, hein, via le Fonds entrepreneur du vivant. Donc, malgré tout, l'État fait aussi pour cette transition. Donc, il a investi, si je ne dis pas de bêtises, 2 millions d'euros dans la foncière. Donc voilà, on peut considérer que c'est pas beaucoup, que c'est pas assez, que c'est trop. En tout cas, il agit à ce niveau-là. Mais je reste convaincu que voilà, l'État ne fera pas tout. Donc, à nous de se comment retourner les manches, pardon, pour faire en sorte que les choses arrivent sur le terrain. Et l'État, il suivra. Oui, c'est sûr que pour, adresser les problèmes, on peut voilà, il faut l'attaquer par tous les bouts. Les citoyens, on peut s'engager, les entreprises s'engagent. Voilà, on a 2 entreprises engagées aujourd'hui. Il faut aussi s'engager, voilà, politiquement et je pense qu'il faut que tous les bords bougent, pour, qu'il y ait le maximum de mouvements dans le bon sens, disons. Alors j'ai une autre question concernant l'éolien ou la méthanisation. Le gigantisme est un échec. J'ai toujours pensé que tout projet à échelle humaine n'a pas les mêmes impacts sur l'environnement. Et la santé humaine, oui, effectivement, alors c'est ça, je pense qu'on en parlait un peu dans les critères, c'est, quand on évalue un projet, c'est pareil pour l'agriculture. On peut très bien faire une ferme, qui n'a va pas forcément, dans le bon sens d'un point de vue, santé, environnement, et même bien-être humain, hein, des personnes qui travaillent. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à Ouais, ajouter, mais ben, ça fait moi, partie aussi juste de l'opinion. un petit commentaire. Effectivement, la taille va souvent un peu en contradiction avec la préservation de l'environnement, on va dire, parce qu'on a tendance à aller vers la simplification. Et en agriculture, la simplification est juste pas vraiment vertueuse. Donc, on doit aller ou on doit conserver des fermes de taille raisonnable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de grosses exploitations, mais avec une grande diversité sur les assolements, par exemple, le type de culture, pour bah, maintenir cette diversité qui va être extrêmement positive. Je pense qu'effectivement, mais là tu pourras mieux le dire, Julien, sur les projets énergétiques, c'est un peu la même chose. On n'aura pas le même impact si on fait des centrales photovoltaïques au sol de 500 hectares que si on fait plusieurs petites centrales de quelques hectares sur plusieurs exploitations et sur un territoire. Voilà, nous, on a vraiment cette optique-là. Il vaut mieux multiplier les petits projets sur l'ensemble des territoires et voilà, de manière très diversifiée, très répartie, que faire quelques gros méga projets qui vont impacter certaines zones et qui vont obliger ensuite bah, de devoir maîtriser des impacts hyper importants à l'échelle locale. Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, hier, je donnais comme exemple à Andrea un projet qu'on avait refusé parce qu'il s'agissait d'un projet éolien onshore qu'un gros énergéticien voulait développer avec plus de 60 machines. Et donc, nous, on n'était pas du tout alignés avec ce type de projet. Je nuancerai juste un tout petit peu parce que, en fait, la notion de gigantisme, elle est assez subjective. Je peux vous le dire pour avoir encore une fois écumé pas mal de réunions publiques sur le thème. Et c'est aussi important qu'on ait aussi conscience que d'un point de vue technique, un pays de 70 millions d'habitants, eh bien, il a besoin d'énergie de manière significative, quand bien même on fait tous les efforts hein, d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique et que techniquement, pour un réseau, il faut aussi avoir ponctuellement des moyens de production d'énergie qui sont un peu significatifs. Je pense par exemple aux parcs éoliens offshore, qui sont des objets extrêmement importants, massifs. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, ne tombons pas dans le manichéisme. Il nous faut aussi certaines centrales de production significatives, mais ça ne veut pas dire que on les développe et qu'on les construit en sacrifiant la biodiversité, en sacrifiant tous les impacts écologiques, environnementaux qu'il peut y avoir. Là aussi, il y a plein de choses intelligentes à réaliser. Donc voilà, c'est encore une fois, la nuance, c'est le chemin le plus difficile.
C'est vrai pour tous les sujets, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le prendre, au contraire. Et donc, passons ce temps et cette énergie à ça, c'est très important. Bah, merci beaucoup. Je pense que ça va être le mot de la fin. Il n'y a pas d'autres questions. Donc effectivement, bah, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et à toutes les personnes qui le regardent en replay. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Et vous pouvez aller donc sur le site internet de Enerfip et le site internet de FEV, fev.co et enerfip.eu si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et voilà, si vous avez des questions, donc on l'a dit, les deux entreprises organisent des vidéos, des webinaires pour se renseigner. Et on espère que ce webinaire vous a plu, vous a apporté des réponses. Si vous avez encore des questions, de toute façon, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On se fera un plaisir d'y répondre. Et ben, on espère que vous participerez à, voilà, à d'autres webinaires sur les sujets de l'investissement, de la transition qu'on pourra organiser plus tard. Merci beaucoup. Merci Julien et Merci. Simon pour votre temps et à bientôt. Merci à toutes et tous.